Bonjour à toutes et à tous, il est 18 h, bienvenue dans ce nouveau journal. Voici tout de suite les titres de ce mardi 23 novembre 2021. À un mois presque pile de Noël, les festivités ont officiellement débuté à Annecy. Le traditionnel marché annulé l'année dernière fait son retour et Sébastien Germain a pris pour nous la température sur place lundi soir. Il comptabilise 600 opérations de secours et 800 personnes secourues. Éric Mesnier était secouriste pour le peloton de gendarmerie de Haute-Montagne. Il sera avec nous à la fin de ce journal pour nous présenter son livre. L'esprit de Noël est de retour à Annecy après une édition 2020 annulée sur fond de litige avec l'ancien prestataire. Noël des Alpes 2021 a été inauguré ce lundi soir. Les festivités dureront 6 semaines. Elles se dérouleront sur l'ensemble du territoire de la commune nouvelle. En effet, les traditionnels petits chalets en bois ont été installés à Annecy et dans les 5 autres communes déléguées. Les précisions de Sébastien Germain. À 17h30 ce lundi, le marché de Noël d'Annecy 2021 est enfin inauguré. C'est un grand ouf de soulagement pour les élus, après l'annulation de l'édition 2020 qui a conduit la municipalité et l'ancien prestataire à régler leur litige devant la justice. Mais aujourd'hui, l'heure est désormais à la fête. Ça a été un travail difficile, on a réussi. On est en période un peu d'évolution du Covid, mais là il faut penser à la fête, mais il faut aussi penser aux gestes barrières. Et j'invite tout le monde à venir au marché de Noël, que ce soit sur Annecy, Sénot et les autres communes nouvelles. Il y aura beaucoup à boire, à manger, à rire, à danser et à faire la fête. Et pour ce presque retour à la vie d'avant, la ville d'Annecy a donc choisi d'innover. Cette année, 150 chalets sont dispatchés sur 9 sites différents, 4 à Annecy et 1 dans chacune des communes déléguées. C'est une volonté, dans le cadre de la stratégie économie d'Annecy, de remettre de la proximité dans chacune des communes déléguées. C'est pas parce qu'on a fait une fusion que Annecy Centre Historique doit rester le cœur de toute l'activité économique. Et c'est pour ces raisons qu'on a voulu mettre de la proximité. La patinoire, par exemple, est à Sénot. Il faut le savoir que grâce à l'Office de tourisme, on va aussi mettre en place tout un itinéraire bus où les touristes et les Annéciens et grands Annéciens pourront effectivement prendre le bus pour aller sur tous les sites du marché de Noël. Et pour les commerçants locaux ou ceux qui viennent des 4 coins de la France qui sont déjà en place, notamment le long du Thioux à Annecy, cette édition 2021 du Noël des Alpes est très attendue. La chaleur humaine, malgré le froid, beaucoup de contacts, beaucoup de gens souriants. À Annecy, c'est très agréable. Voilà. Et puis après, espérons qu'on ait la météo avec nous. Et en tout cas, les gens et les clients ont l'air d'être là. Donc voilà. On attend aussi que tout se passe bien, que les gens soient sympas, ce qui est le cas d'ailleurs, et que surtout nos produits plaisent et qu'ils soient heureux d'en acheter. Pour le moment, seuls les sites annéciens ont officiellement été inaugurés. Et ce lundi soir, pour la première soirée, le public avait déjà répondu présent pour retrouver un semblant de liberté dans une ambiance qui fleure bon les fêtes de fin d'année. Au final, c'est ça l'esprit de Noël. Un bon verre de vin blanc, une petite gaufre Nutella et c'est parti. Je suis étudiante et pendant 1 an, ça a été la misère. Et là, je suis bien contente de retrouver mes potes et de pouvoir sortir. Marché de Noël, c'est côté festif. On se retrouve avec des amis, on passe un bon moment tous ensemble. C'est sympa, quoi. Les différents marchés de Noël d'Annecy resteront ouverts jusqu'au 2 janvier 2022. C'est donc parti pour 6 semaines de fête, dans le respect des règles sanitaires, bien entendu. Ils se sont rassemblés pour évoquer encore l'impact de l'homme sur la nature. Des scientifiques se sont donné rendez-vous au cœur du massif des Bauges ce mardi. Ils avaient pour objectif de mettre en commun toutes les connaissances actuelles sur l'arc alpin pour sensibiliser le grand public. Un challenge de taille mais dont les enseignements sont de mieux en mieux appréhendés au sein de notre société. Les explications en images d'Emmanuel Jaude. Changement climatique, activités récréatives ou agricoles sont autant de facettes qui conjuguent être humain et nature. Une relation étudiée à la loupe par de nombreux chercheurs ces dernières années. Le fruit de leurs travaux est d'ailleurs aujourd'hui mis en commun. Un temps d'échange privilégié qui permet de mieux saisir la problématique générale. Progressivement et en particulier depuis les 2 années Covid que nous avons traversées et un appel important de la montagne pour la population qui souhaite prendre l'air, on a vu une augmentation très sensible de la fréquentation des espaces et un autre impact est aujourd'hui en train d'être caractérisé pour mieux saisir quel comportement on peut ajuster de l'homme dans ces espaces naturels pour mieux préserver la nature.
Grâce à de nombreux outils, toutes les données obtenues sont donc transmises à de nombreux professionnels qui auront eux-mêmes la charge de retransmettre leur savoir au grand public. Un cycle vertueux qui permet de faire évoluer notre regard et notre relation à la nature. On se rend compte que la façon de faire avant, on sensibilisait les gens qui étaient déjà sensibilisés. Quand on fait une conférence grand public, il n'y a que les gens qui sont déjà intéressés. Et maintenant, on travaille vraiment à mieux comprendre qui sont ces gens qui viennent dans la nature. Les trailers, est-ce qu'ils sont sensibilisés à la nature, voilà. Est-ce qu'ils ont envie de faire attention à ne pas sortir des sentiers ou pas. Et donc maintenant, on réfléchit aux nouvelles façons de sensibiliser les gens qui ne le sont pas déjà, en étudiant mieux comment eux perçoivent leur activité récréative dans la nature. Et le travail n'est pas prêt de s'arrêter, car les temps et les pratiques évoluent année après année et nécessitent aujourd'hui plus que jamais une attention de tous les instants pour vivre au mieux avec notre environnement. Ils sauvent des vies, souvent au péril de la leur. Les secouristes du PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne, sont confrontés au quotidien aux risques naturels et à leurs conséquences. Éric Mesnier en a fait un livre et il est avec moi ce soir. Bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc l'auteur de ce livre que j'ai ici, Secours en montagne, 10 interventions qui ont marqué ma carrière de secouriste. Vous avez passé 22 ans dans la gendarmerie, 18 ans dans le secours. Pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre aujourd'hui ? Je suis parti en 2016, j'ai arrêté, j'ai pris ma retraite et de 2016 à maintenant, j'ai beaucoup travaillé avec des particuliers, des entreprises. J'ai commencé à faire énormément de coaching et au fur et à mesure je parlais de mes expériences. Beaucoup d'entreprises m'ont demandé d'écrire un livre parce que les histoires, elles étaient prenantes et elles pouvaient leur servir au quotidien. Et je me suis senti la force il y a quelques temps d'essayer de coucher mes histoires sur le papier. Alors je confirme, elles sont très prenantes ces histoires, on va en parler. On découvre d'abord dans le livre, il débute le jour de votre admission au PGHM. On comprend avec vos mots que c'est une admission très difficile à obtenir. Il faut réellement se battre pour intégrer ce peloton. Vous n'avez jamais baissé les bras pour votre part ? C'est ce qui fait la beauté, entre guillemets, c'est la motivation et la fixation d'objectifs, comment on est dedans, comment on s'entraîne, comment tous les matins on se lève, parce qu'en objectif final, il y a peut-être tenter de sauver la vie des gens. Donc c'est là-dessus qu'on s'appuie et on s'entraîne pendant des années. Moi j'ai un parcours classique, je suis rentré en gendarmerie et après j'ai fait tous les stages en interne pour rentrer en PGHM. Du coup, ça m'a pris 6-7 ans quasiment pour intégrer cette unité. Et pendant ces années, il faut sans arrêt s'entraîner, il faut sans arrêt se remotiver. C'est dur, mais ça en vaut vraiment la peine. Vous avez notamment un diplôme de guide de haute montagne pour être gendarme au sein de ce peloton. Alors, on n'est pas forcément obligé de le passer. On a une équivalence en interne avec les stages gendarmerie et militaire. Moi, j'ai eu l'opportunité de passer le guide de haute montagne et le monitorat de ski, oui. Vous avez été affecté d'abord au PGHM du Versou, en Isère. Quel âge vous aviez à ce moment-là ? Je suis arrivé à 25 ans, 25-26 ans, oui, tout à fait. C'est le début de votre carrière. Quels souvenirs vous en gardez ? Une équipe formidable, hors du commun, avec un mix entre des anciens, avec une super bienveillance qui vous font une intégration parfaitement réussie, bien dosée. Vous apprenez au quotidien et vous êtes lâché en tant que chef d'opération quand vous faites votre premier secours seul, quand c'est juste le bon timing, le bon tempo, et ça se sent. Et c'est vraiment extraordinaire ce que j'ai pu vivre à Grenoble. Oui. Quelles étaient les particularités de ce PGHM ? Parce que nous, on connaît bien celui de Chamonix. Est-ce qu'il y a des différences ? Oui, on travaille une semaine sur 2 en alternance. La deuxième semaine, c'est les CRS, la Compagnie républicaine de sécurité, les CRS Alpes qui prennent la permanence. Donc on switch. Une semaine, on fait de l'entraînement, on fait des enquêtes, on prend nos vacances, on essaie de gérer le timing comme ça. Et l'autre semaine, on est de permanence quasiment presque tous les jours, soit premier, soit second. C'est juste à côté de la machine ou à 20 minutes de la machine pour partir en intervention. Donc oui, c'est déjà un terrain de jeu aussi avec un énorme département, le département
de l'Isère est le plus montagneux dans sa globalité en France. Donc c'est beaucoup d'interventions, beaucoup de distance et pas mal de secours en haute altitude, surtout les hivers avec les crevasses, les glaciers, très variés. C'est ce que j'allais dire, hein, le secteur d'intervention là-bas est assez large et comprend les massifs de Beldon, la Chartreuse, l'Oisans, le Vercors et bien d'autres, vous l'avez dit, c'est assez varié. Vous avez été ensuite affecté au PGHM d'Annecy. Oui. Là, alors le secteur est différent, j'imagine que les missions sont différentes aussi ? Alors oui, les missions et le secteur est différent. La principale préoccupation, c'est qu'on a 2 PGHM sur le même département. On a le Chamonix qui s'occupe exclusivement du massif du Mont Blanc et on a le PGHM d'Annecy qui s'occupe plutôt du bas du département. Et on travaille aussi en mixité, c'est-à-dire que dans la machine qui part de l'aérodrome de Mété, on a toujours un gendarme et un pompier du groupe des sapeurs-pompiers des GMSP qui montent avec nous dans la machine. Et de ce fait, on n'a plus d'alternance, donc on travaille tous les jours avec une personne en premier, une personne en second. Et comme on est un peu moins nombreux, ça fait qu'on cultive le secours et on en fait beaucoup plus qu'ailleurs. Alors, vous racontez 10 interventions dans ce livre. Il y en a une qui m'a beaucoup marquée, mais je ne vais pas gâcher le suspense, parce que justement, le livre, une fois qu'on plonge le nez dedans, on est véritablement happé. C'était votre but, votre objectif de vraiment nous plonger au cœur de l'adrénaline, mais aussi des émotions assez fortes qu'on peut, j'imagine, ressentir en tant que secouriste. Oui, j'avais vraiment envie de véhiculer ce qu'en tout cas moi j'ai ressenti, les émotions. Je sais que beaucoup de personnes, on est des humains, donc on a forcément des émotions. Et ces émotions ont une intelligence. Quand on les partage, on peut mieux gérer la stratégie, mieux se dépasser et accepter des choses qu'on n'accepterait pas sans émotion. C'est impossible. Donc j'avais envie de vous asseoir à côté de moi, que le lecteur y vienne, que ce ne soit pas trop technique dans l'ensemble et que globalement il se sente émotionnellement envie d'ouvrir la porte, de descendre avec moi, de faire le secours avec moi et de regarder comment il aurait réagi et s'il avait fait les mêmes gestes avec moi. Le but, c'était vraiment ça, de l'accompagner, de l'inviter à bord. Et de ne pas tomber non plus, on en a discuté juste avant cette émission, dans l'horreur, dans le trop non plus. C'était aussi, il fallait garder cette mesure dans l'écriture. Oui, il y a un respect à avoir par rapport aux personnes qu'on est allé chercher. Il y a une éthique. Voilà, les personnes qui sont malheureusement décédées, ça reste des êtres humains et c'est indéniablement un profond respect que de juste dire qu'ils étaient décédés des suites de l'accident et ne pas aller plus loin. C'est la limite à ne pas franchir. 800 personnes secourues, je l'ai dit en début de journal. J'imagine que ça marque une carrière, un homme aussi. Oui, alors ça c'est des chiffres qu'on nous annonce à la fin. C'est dans notre dernière affectation, au moment où on prend notre retraite, que le dernier officier qui nous commande a gratté pendant toute la semaine pour faire son petit pot de départ et puis son récit relatant un peu notre parcours et notre carrière. On les compte pas, vraiment on les compte pas, on fait pas ce métier pour ça. Et c'est à la fin qu'on nous annonce ces chiffres-là. Et globalement, dans tout ce que j'ai passé, j'essaie de retenir ces 800 depuis quelques mois, quelques années. Mais très longtemps, j'ai retenu ceux à qui il manquait quelques secondes pour pouvoir les ramener en vie. Et voilà, c'était bouleversant de ne pas pouvoir les sauver, même en refaisant de très nombreuses fois le scénario. En fait, on s'aperçoit que malgré tout, on a fait un très bon travail en équipe et que de gagner 10, 15, 20 secondes, c'est quasiment impossible. Donc on était juste dans ce qu'on faisait. Et maintenant, il faut s'atteler à conserver les 800. Cette petite commune dont on parle de temps en temps, c'est une petite commune de France. C'est bien, il y en a qui ont fait beaucoup mieux que moi, qui ont réussi à avoir des carrières plus longues, plus grandes, super. Il y en a d'autres qui vont arriver derrière. Le but, c'est que ça serve aussi pour que ce métier soit un peu plus reconnu, un peu plus connu, et que ça suscite des vocations, j'en serais ravi. Vous parlez aussi sans détour de la peur qui vous a saisi à un moment donné, et vous dites que finalement, c'est ce qui vous a poussé à un moment donné à dire stop. Oui, c'est un métier où on doit être à 100% pour moi. J'ai l'intime conviction que si je monte dans la machine à 80 ou 50%, je peux être potentiellement un danger. Je ne prendrai pas les bonnes décisions, je prendrai du temps pour prendre les décisions, beaucoup plus que ce qu'il n'en faut. Donc je mets en danger la vie de la personne que l'on va chercher et potentiellement je peux aussi mettre en danger le reste de l'équipe par une mauvaise manipulation, par une prise de décision qui est pas bonne, qui est moins réfléchie ou moins innée.
Donc pour moi, la peur, elle était un des facteurs vraiment primordial de mon arrêt, de mon envie de passer à autre chose et de me dire je ne peux plus continuer, je vais m'arrêter là. C'était important aussi d'en parler dans le livre, peut-être pour ceux qui sont encore dans le métier, qui ont des doutes ou peut-être honte de le dire, d'arrêter? Je ne pense pas qu'il y ait de la honte, c'est juste que la peur, la gestion des émotions en tant qu'être humain, dans toutes les activités, on a peur de pleurer, on a peur de dire que ça ne va pas, c'est encore un peu tabou ces émotions. Donc moi je suis là pour dire qu'avec ce qu'on vit, avec les dangers qu'on prend, l'endroit où on se situe, avec les dangers environnementaux énormes, les chutes de pierres, les crevasses, les avalanches, ce qu'on peut voir et puis les dangers qu'on accepte de prendre, ces émotions elles sont exacerbées, elles sont très très hautes ou très très basses. Et il suffit juste de mettre le bon curseur et de les accepter. Elles peuvent être intelligentes, ces émotions, mais il faut encore pouvoir accepter d'en parler. Vous vous en servez de cette expérience pour une reconversion plutôt réussie aujourd'hui, puisque vous êtes coach et préparateur mental. Oui, tout à fait, merci. Oui, je m'occupe d'entreprises, je m'occupe de particuliers, je fais pas mal de coaching. Je travaille aussi avec des groupes, des associations. Je travaille avec le club de l'US Annecy Rugby en tant que préparateur physique et mental depuis quelques années maintenant. Et on se rend compte que la gestion des émotions, cette intelligence émotionnelle, cette intelligence collective, elle nous pousse à aller vers l'objectif beaucoup plus facilement. Donc le fait de travailler sur cette petite optimisation humaine, ça permet à tout un groupe d'être plus performant, que ce soit une entreprise, une association ou des sportifs. Merci beaucoup Éric Mesnier d'être venu nous voir et d'avoir partagé votre expérience, donc une expérience qu'on peut retrouver dans ce livre Secours en montagne, 10 interventions qui ont marqué donc votre carrière de secouriste au sein du PGHM. Merci. Merci pour cette invitation. Et bonne continuation à vous. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Nous quittons avec les images d'un slalom de flammes. Dans cette vidéo, le skieur et jeune retraité Julien Liseroux défie le feu sur les pistes de la Plagne, sa station d'origine, pour un résultat, vous le voyez, assez époustouflant. Restez avec nous pour la suite de vos programmes sur 8 Mont Blanc. Je vous retrouve demain pour un nouveau journal. Très belle soirée.